Bonjour, c'est Christophe. Petite note de lecture, enfin, elle va être peut-être un peu longue, pour continuer notre chemin avec Julius Evola, cette fois avec l'arc et la massue, paru en 68, 10 ans après la métaphysique du sexe. Note de lecture que j'ai effectuée il y a un petit moment, alors que seuls les abonnés peuvent avoir, parce que, bon, belle maman, elle aime pas trop, là. Donc, voilà, je l'ai mis en accès juste pour ceux qui ont le lien. Et quasiment 30 ans, ce livre est paru 30 ans après Révolte contre le monde moderne, dont je n'ai pas fait l'ordre de lecture, qui est par là dans mon dos et qui est publié par Contre-Culture. Et c'est ce livre-là, c'est par les éditions Contre-Culture que j'ai découvert et embrayé, euh, tracé le sillon, on va dire évolien. Voilà, donc petite introduction. Je voulais vous souhaiter une heureuse année, du courage, de la force, de l'honneur et de l'amour. Allez, c'est parti. Il nous parle de devenirisme, d'historicisme et d'évolutionnisme. Ce sont pour lui, et on pourra l'observer aisément, les vaincus, hein, les décentrés. En citant Georges Bernanos, qui, je cite, dit où fuyez-vous en avant? Point d'interrogation, imbécile, point d'interrogation. Il faut retourner à nos origines, hein, pour retrouver la centralité, retrouver la stabilité et la sagesse éternelle. Retourner à la tradition signifie sortir du temporel. Et cette civilisation est marquée, hein, par le tweet, l'instantanéité. Donc elle est anti-traditionnelle par définition, on la voit tout autour de nous. Il fait un détour par la science cosmologique, hein, par la théorie géocentrique copernicienne, qui à son époque, avant l'arrivée des Lumières, des philosophes des Lumières, donnait un centre spirituel à l'homme, même si elle n'était pas au niveau du concept absolument juste. La Terre n'était pas le centre, mais tout dépend d'où on se place. La Terre n'était pas le centre de l'univers, la Terre tournait autour du Soleil, on le savait. Mais ça a été découvert après le siècle des Lumières. Cela, cette posture, on va dire, copernicienne, autorisait une centralité spirituelle comme un principe et une essence véritable, et donc une stabilité, voir la stabilité de l'ancien régime versus l'accélération du chaos généralisé post-lumière. Ce que je crois Alain dit quelque part, c'est que on est châtié pour avoir, nous Français, accouché des Lumières. On parlera un petit peu plus loin des notions de châtiment et de karma, j'espère que l'on aura le temps. L'illusion d'avoir découvert l'homme au siècle des Lumières l'a simplement décentré, dit l'auteur. Il explique que le choix géocentrique n'était pas un mal, car il donnait à une tenue, mais une tenue à un autre plan, un plan bien plus intéressant. Je fais une petite parenthèse, une petite parabole. Les abonnés qui ont l'habitude du modèle Janus, hein, on essaie de soutenir notre scientifique, s'aventurier préféré, qui
qui a structuré le modèle Janus, appuyé par le mathématicien Souriau. Le mérite du modèle Janus, c'est de ramener le scientifique athée, qui ne croit qu'en sa science, à un autre plan bien plus intéressant. L'inversion de masse, le passage de l'autre côté, dans cet espace bimétrique qu'avait senti, avait intuité Andrei Sakharov, permet d'intégrer la notion de matière négative dans laquelle on pourrait penser qu'il y a le domaine de l'esprit. Ce modèle permet de redonner de la centralité, de la tenue aux hommes. Éviter de fuir dans des espèces de multivers, de multi-trucs, de multi-machins qui ne font que faire une fuite en avant. Fin de la parenthèse. La crise existentielle est issue donc de l'absence de centre. La métanoïa, un terme centrique qui déplace vers les dimensions de l'être, vers ce qui est. Rares sont ceux qui ont la centralité, opposés à ceux qui sont en mouvement dans la temporalité. On peut comparer par exemple la tenue d'un agriculteur, bon, bien sûr qui ne croule pas sous les dettes, avec ses 40 vaches, à un citadin, on va dire, du secteur des services en fuite en avant permanente. Donc, en ce moment, il ne doit pas faire grand-chose. On peut considérer la situation dans l'ensemble. C'est une civilisation du temps, donc une civilisation opposée à l'esprit pour Evola et pour les gens de la tradition. On est dans une civilisation c'est la civilisation de Twitter, quoi. Il définit cette civilisation et la race d'hommes qui en découle comme la race de l'homme fuyant. Cet homme, en fait, a besoin d'un imperium. Il décrit ces hommes qui ont besoin, qui ne possèdent pas de maître intérieur. Il décrit des gens qui ont besoin d'être tenus et qui cherchent, en fin de compte. On peut regarder les manifs, je crois que c'est les antifas, qui cassent tout. En fait, ils cherchent un père. Ils s'en prennent aux flics, mais en fait, c'est le père symbolique. C'est les dernières digues. Ils s'en prennent à cela. C'est un iris avant l'éros. Je te déteste, mais en fait, je t'aime. Je cherche ta tenue, ton centre intérieur. Si le flic arrive à incarner parce qu'il incarne une certaine autorité, une certaine tenue, une certaine droiture. Alors, il dit que le déclin, l'absence de centre que les anciens, le centre que les anciens appelaient hégémonikon en grec. Peu de caractère et peu de droiture, tels sont les produits de la société décentrée. Petite remarque, quand nos aînés sur le continent, on va dire en France, concluaient une transaction, il suffisait de se serrer la main, la parole était donnée. Il y avait cette verticalité, cette centralité. L'homme fuyant, maintenant, avec l'homme fuyant qui est partout, quand l'on conclut une transaction, il faut le faire signer tout de suite. Sinon, dans l'heure, il aura changé d'avis. Bon, maintenant, c'est un excellent marqueur. Vous savez que les gens du contrat, est-ce que Damien Villiers nous a aidé à voir, le docteur Damien Villiers, le docteur en droit, la différence entre le droit anglo-saxon, qui est une philosophie du contrat,
et la philosophie du droit romain, hein, qui est le droit absolu, la parole. La chute de la qualité de l'aliment est aussi une chute de l'honneur de celui qui produit. Cet être fuyant a besoin de fuir, d'aller de plus en plus vite, et il n'est plus centré sur son objet, sur son art, et laisse effondrer ce qui devrait être le meilleur de lui-même. Et le meilleur de lui-même ne passe pas dans l'objet, dans le fruit de son travail. On assiste aussi à l'industrialisation, au chantage social de ceux qui sont plus que des vendeurs de travail. Ce livre est aussi l'usage d'une massue. Il écrase tous les concepts. On rappelle qu'il est paru en 68, donc où l'ingénierie sociale, on va dire anglo-saxonne, battait son plein. Il aborde un thème, c'est la mémoire et l'unité de la personne. Ce principe est assez intéressant puisqu'il va chercher la capacité de mémoriser dans la tradition bouddhiste comme une discipline de haute ascèse qui correspond à une unité, une centralité, une verticalité encore. Il note aussi chez ces hommes de la tradition, on pourrait dire chez le grec de la période hellène, ou un autre grec, pardon, l'absence de chef, donc chez les présocratiques, la tradition d'être hoplite, c'est-à-dire à la fois fermier, combattant, propriétaire de ses terres, donnait en fait la sensation, la tenue, hein, la capacité de ne pas avoir de chef. Mais ça formait en fait un être interne fort, ce qui correspond au petit patronat. Il est encore capable d'aller se bagarrer parce qu'il a cette virilité d'aller produire tous les jours. Il est propriétaire de son moyen de production. Très souvent, il est propriétaire d'un lopin de terre, de quelque chose. Il a tous les traits hein, de cette personne incapable de ne pas avoir de chef. Donc au niveau supérieur, ce que nous décrit Evola, c'est un être qui a trouvé en lui un maître supérieur. Ou ce que Monterland dit ici, là, la possession de soi-même. La partie dynamite hein, d'Evola, c'est la partie métaphysique du sexe. Alors je sais, j'ai perdu beaucoup d'abonnés comme ça, mais ce n'est pas grave. Je persiste à penser, comme ce qui est décrit dans ce livre, que l'adversaire, avec un grand A, nous a détruit en inversant la polarité hein, de homme-femme, et en jetant le trouble dans les rapports sexuels. Je vous invite à lire, ou à défaut, à écouter la métaphysique du sexe. Il souligne la proportion croissante d'homosexuels dans les démocraties, qu'il met en lien avec le décentrage des éléments qui la constituent. Il précise la pédérastie, qui ne se limite pas à une haute couche de société, mais aux gens simples. Il rappelle que c'est un déterminant dans la société grecque, c'était essentiellement quelque chose d'élitiste. Il rappelle que
sexualité normale dérive d'états psychophysiques suscités par l'opposition, comme deux pôles magnétiques, le plus, le moins, la femme, l'homme. Dans une société saine, ces pôles sont bien définis. Je vous invite à regarder la Russie, avec le président Poutine, qui place la famille traditionnelle russe avec un père et une mère dans la Constitution. Il a réussi à hisser cette position au plus haut niveau dans la Constitution russe pour protéger le peuple des attaques internes. Ce que chez nous, De Gaulle n'a pas senti, n'a pas anticipé. C'est ainsi. Les invertis ont très souvent ça c'est une interprétation personnelle, une mère abusive et un père absent, un peu effacé. Au niveau de la superstructure, la disparition, la mort du roi peut nous rappeler cela, c'est-à-dire la disparition du père et une espèce d'horizontalité démocratique où plein de petits chefs font croître l'individualisme et quelque chose qui semble dépolariser nos concitoyens. Il évoque l'union parfaite et reprend Weininger, Otto Weininger, que je vous invite à lire. Si vous voulez une note de lecture, vous pouvez le dire en commentaire pour Otto Weininger, sexe et caractère. Il pose la question de l'amour homosexuel platonique pur. Dans le cas de la romanité, il avait un grand doute, mais en termes d'efficacité, il parle du bataillon sacré grec qu'a décrit Alexandre le Grand. C'était le bataillon de Thèbes, le bataillon des immortels. 300 hommes, 150 couples d'hommes qui se sont battus jusqu'à la mort. Ils ont tenu Alexandre le Grand en respect. Il note, et il semblerait que la tradition note la question d'ivresse donnée aux pédérastes dominants. Il souligne aussi le problème analogue présent au Japon, cette ivresse du dominant. Et voilà aussi anticipe l'apparition de ce truc LGBTQ machin par un affaiblissement de la polarité de chaque individu. Cela a pour effet l'inversion et des polarités actives de l'autre sexe à cause de l'effondrement de la force centrale de l'individu. La force centrale qui est définie sur le plan biologique, physique. Quand cette force centrale, cette définition que la nature nous a donnée, s'effondre, l'ensemble s'inverse. Cela sape, ce qu'il dit, cela sape le sexe, cela change le sexe de naissance. Il en conclut, et c'est tout en son honneur, l'inutilité d'avoir une position moralisante ou de condamner par la répression. On ne peut pas le soigner et on va dire le mal est fait. C'est un effet de l'effondrement du centre. Il faudrait un dépassement de la société actuelle pour restaurer ces êtres, peut-être pour leur redonner une polarité, pour ressusciter leur centre. Ce qu'il appelle restaurer une forme d'organisation sociale différenciée. Voilà, on repense à Poutine. Voilà, on est arrivé quasiment à 20 minutes. Je vous propose une pause avant la deuxième partie des 12 mots latins pour
tenir avec l'arc et la massue. La massue pour briser et l'arc pour... On verra à quoi sert cet arc. Force, honneur et honneur. À bientôt. Bonne journée.